Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité, c'est le président du gouvernement, Thierry Santa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que l'actualité est particulièrement dense en ce mois de janvier. Autour, bien sûr, du dossier de la reprise de l'usine du Sud et de toutes ses conséquences. L'actualité, c'est aussi la situation de la SLN, la crise sanitaire ou encore l'actualité institutionnelle. Pour rester dans l'actualité immédiate, mardi, le gouvernement a rejeté la demande d'exportation de 2 millions de tonnes de minerais supplémentaires par la SLN. Vous avez eu l'occasion de déplorer ce rejet. Quelles vont être les conséquences, selon vous, de ce refus des exportations supplémentaires ? Alors, je pense qu'il faut d'abord, pour que les auditeurs comprennent bien le sujet, remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit effectivement d'une demande qui a été formulée par la SLN au mois d'avril 2020, d'exportation complémentaire de 2 millions de tonnes, en plus des 4 millions de tonnes qu'elle a obtenues en début d'année 2019. Cette demande a fait l'objet de plusieurs reports au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. J'ai à chaque fois souhaité reporter la décision de manière à pouvoir trouver la majorité, le consensus si possible, mais au moins la majorité pour pouvoir adopter cette autorisation complémentaire. Et la dernière proposition qui a été posée sur la table du gouvernement mardi dernier, je considère, est une proposition équilibrée, parce que contrairement à ce que dit Monsieur Germain, je suis ni aux injonctions, je ne subis pas les injonctions de la SLN, mais je ne subis pas non plus les injonctions de Monsieur Germain. Nous y reviendrons. Et donc j'ai tout fait pour que la SLN s'engage sur un certain nombre de mesures en contrepartie de cette autorisation qui était demandée. C'était quoi ces contraintes ou ces contreparties ? On peut en parler, on peut les citer ? Ah, bien sûr. Mais peut-être juste dire quand même que les 4 millions de tonnes qui avaient été autorisées en 2019 ne faisaient l'objet d'aucune contrepartie. Je le signale au passage. Et là, en l'occurrence, donc j'ai fait en sorte que soient intégrées dans cette autorisation des contreparties en matière d'investissement, à la fois sur les mines elles-mêmes, puisque ça nécessite cette montée en puissance de l'exportation, nécessite des investissements matériels, en équipement portuaire, mais aussi des investissements sur l'usine, puisque j'ai souhaité que clairement soient liées ces autorisations à une pérennité de l'exploitation de la SLN dans sa globalité. Et donc à la préservation des emplois, c'est la seule chose qui m'intéresse en l'occurrence. Et en même temps aussi des engagements en matière de création d'emplois, justement, supplémentaires, liés à ces exportations. Et enfin, une condition qui n'est pas négligeable, c'est que toutes ces autorisations étaient permises à condition qu'il n'y ait pas de procédure collective, c'est-à-dire ni de sauvegarde, ni de redressement judiciaire, ni de liquidation judiciaire. C'est tous ces éléments que j'ai intégrés dans cet arrêté, qui sont, je considère, de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour préserver les intérêts calédoniens d'emploi et d'investissement sur place. Et ce que je n'ai pas intégré et qui m'est reproché, c'est toute une série de conditions que M. Germain voulait voir apparaître dans cet arrêté, qui, je considère, ne sont pas de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors Philippe Germain, puisque vous en parlez, il vous a répondu effectivement, il estime que vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Il vous reproche également de ne pas l'avoir associé aux discussions, au dernier round de discussion qui a eu lieu, et il propose donc une refonte de l'arrêté. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Est-ce que c'est envisageable d'intégrer de nouvelles conditions ? Je le disais, les conditions que souhaitait voir apparaître M. Germain étaient des conditions qui, je considère, s'immiscent dans la gestion de l'entreprise. Des conditions liées au capital de l'entreprise, liées au protocole de désendettement que l'entreprise veut mettre en œuvre, de versement des dividendes éventuels. Toutes ces mesures-là concernent le conseil d'administration de la SLN. Le conseil d'administration de la SLN, les intérêts calédoniens sont défendus par la STCPI, qui représente les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement n'est pas membre du conseil d'administration de la SLN. Et c'est dans ce cadre-là que les choses doivent se discuter à ce niveau-là. Et tout ça, c'est lié à la procédure de conciliation que la SLN a mis en œuvre, qui est une procédure amiable, dans laquelle toutes les parties prenantes vont prendre des engagements. Et je considère que c'est à nos représentants STCPI de mettre en place les mesures liées, je le disais, à ces mesures capitalistiques de désendettement, de dividendes ou autres. C'est pas au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc les choses aujourd'hui
vont se faire en parallèle, parce que je ne désespère pas quand même qu'on aboutisse à quelque chose de positif. Donc mes services continuent à travailler avec la SLN et moi-même pour travailler en parallèle de cette procédure de conciliation dans laquelle devra apparaître ces conditions liées au conseil d'administration de la société et en parallèle nos contraintes que nous souhaitons, nous, gouvernement, nous souhaitons imposer à la société. C'est comme ça qu'on va continuer à essayer d'avancer et éviter que ce signal fort, c'est quand même un signal fort qui a été envoyé mardi dernier, ce rejet, c'était destiné à la fois, je le disais, à préparer les investissements de montée en puissance des exportations demandées, mais c'était aussi une manière d'envoyer un signal au conseil d'administration de la société pour lui dire que la Nouvelle-Calédonie était prête à apporter son soutien au plan de sauvegarde de la société, mais avec des conditions qui défendent les intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Or, le signal qu'on a envoyé, c'est qu'on n'était même pas prêt à aider la société. Et c'est là où, malgré tout, les discussions se poursuivent et on va essayer d'améliorer les choses pour que la prochaine fois, le gouvernement accepte les autorisations d'exportation. Sur la forme, c'est un nouvel arrêté qui peut être présenté à nouveau au gouvernement ? C'est surtout un arrêté, alors une nouvelle demande qui devra être déposée par la SLN, puisque le fait d'avoir refusé la précédente, tout le processus repart à zéro. Et sur la base de cette nouvelle demande, il y aura donc un nouvel arrêté dans lequel apparaîtra les mêmes conditions que celles qu'il y avait aujourd'hui, mais les choses vont se faire, je vous le disais, en parallèle du protocole de conciliation qui doit être mis en œuvre. Et c'est peut-être en liant un peu les deux qu'on montrera aux membres du gouvernement concernés que l'autorisation peut être acceptée. Franchement, est-ce que vous avez été surpris mardi ? Parce que vous dites que vous avez reporté 3 reprises l'examen de l'arrêté pour essayer de trouver un consensus ou une majorité. Quand vous l'avez présenté ce mardi, vous pensiez que ça allait passer malgré tout, ou vous saviez que c'était perdu d'avance ? Je pensais que les contraintes et les conditions que j'avais intégrées à l'arrêté, effectivement, allaient être suffisantes pour que Philippe Germain, puisque les indépendantistes qui n'ont pas voté non plus, c'est bien la somme de leurs voix qui fait que l'arrêté n'a pas été adopté, depuis le début, eux sont dans une position dogmatique et refusent de toute façon toute autorisation d'exportation à la SLN. Mais je pensais que les conditions qui étaient mises en œuvre dans l'arrêté allaient convaincre Philippe Germain, et avec les échanges que nous avions eus en amont, parce que contrairement à ce qui peut être dit, il y a eu des discussions, il y a eu des négociations, allait être suffisante. Il a pris la décision de considérer ça pas de manière suffisante. C'est son choix, c'est sa responsabilité. Maintenant qu'il assume cette responsabilité. Alors la SLN a toujours dit que l'exportation c'était l'un des piliers de son plan de sauvetage. Aujourd'hui, en attendant, même si vous le dites, vous étudiez d'autres pistes, est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse d'une faillite de la SLN ? Est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est inenvisageable ? Vous savez, tout est envisageable. Mais ce que je peux dire, c'est que je ferai tout pour empêcher que ça arrive, tout en préservant les intérêts de la Nouvelle-Calédonie. C'est ma démarche, ça a été ma démarche depuis le début, ça sera celle de demain, et je répète, je ferai en sorte qu'on n'arrive pas à cette extrémité. On parle de plusieurs milliers d'emplois, et non seulement avec les conséquences que ça représente pour les familles concernées, d'abord, mais aussi pour la Calédonie globalement parlant, en termes social, en termes d'équilibre de nos comptes sociaux, en termes budgétaires, d'équilibre de nos comptes budgétaires. Ça aurait un impact qui serait insurmontable. Alors la SLN, et on l'a dit 1000 fois, qui est victime collatérale de la reprise de l'usine du Sud, même si elle avait certes des problèmes auparavant. Concernant ce dossier de l'usine du Sud, est-ce qu'à votre niveau, vous vous en occupez également ? On sait que c'est une responsabilité plutôt provinciale, en tout cas pour la signature de l'accord. Quelle est la solution aujourd'hui, selon vous ? Vous considérez, vous aussi, qu'il n'y a qu'une seule offre aujourd'hui, celle de Prony Resources ? Ou est-ce qu'il faut chercher autre chose, trouver un moyen de s'en sortir ? Vous l'avez dit, c'est un dossier effectivement principalement provincial, et la présidente de la province Sud se démène pour trouver des solutions à ce sujet. Je constate effectivement qu'aujourd'hui, la seule offre qui est sur la table, c'est celle de Prony Resources avec Trafigura et CFP.
On a enclenché le processus de consultation nécessaire à la délibération provinciale qui autoriserait donc cette reprise par Prony Ressources, à la demande donc de la présidente de la province Sud, qui doivent se réunir, les deux comités concernés doivent se réunir la semaine prochaine. Vous convoquez le comité consultatif des mines. Voilà, moi j'ai convoqué le comité consultatif des mines et le haut-commissaire, le Conseil des mines, qui sont donc des consultations préalables. Je sais que la présidente de la province Sud continue à discuter, à négocier avec les parties prenantes pour essayer de trouver une solution consensuelle. Si c'est le cas, si cette solution est différente de celle qui aujourd'hui est sur la table, il faudra à ce moment-là reprendre tout le processus. Mais pour l'instant, au moment où on se parle, la seule offre qui est effectivement sur la table, c'est celle de Prony Ressources. Il y a des discussions dans ce dossier, et avec qui? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions qui sont mises sur la table régulièrement, beaucoup de déclarations. Vous-même ou la présidente de la province, quels sont vos interlocuteurs aujourd'hui? C'est l'État, c'est le FLNKS, c'est l'ICAN, c'est le collectif? Comment ça s'organise? C'est effectivement toutes ces personnes. C'est un dossier qui est débattu et négocié. Alors, pour être très honnête, encore une fois, c'est un dossier provincial. Donc c'est vraiment la présidente de la province Sud qui est au centre de ces discussions. Et c'est de sa responsabilité. C'est normal. Le gouvernement, on est plus en observation et même si on échange, vous l'imaginez bien par ailleurs, avec les uns et les autres. Mais moi, ce que je voudrais dire, surtout ce matin, c'est que là, on focalise nos efforts et notre attention sur la question de vallée, et uniquement vallée. Et je suis de plus en plus convaincu que ce sujet de vallée, peut-être faut-il à un moment donné élargir la question sur le secteur du nickel en général. On a aujourd'hui 3 usines en difficulté. Vallée, on vient d'en parler, mais la SLN aussi, avec les dommages collatéraux, mais même avant le problème de Vallée, la SLN était dans une situation compliquée, mais on a aussi KNS, qui, on le sait tous, a des difficultés financières et techniques. Et donc je suis de plus en plus convaincu qu'il faut qu'on prenne de la hauteur sur ce dossier du nickel et qu'on l'envisage de manière plus globale. Il y a peut-être des synergies à trouver entre les uns et les autres pour que tout le monde en sorte gagnant-gagnant, plutôt que de tout centraliser sur une seule entité aujourd'hui, comme c'est le cas. Et c'est une discussion que j'ai avec mes partenaires sous cette forme-là, c'est-à-dire pourquoi pas prendre de la hauteur et envisager les choses différemment. Mais bon, pour l'instant, je laisse la présidente de la province Sud, qui est, je le répète, au centre de toute la discussion et de la négociation. Vous maintenez les assises du nickel qui étaient justement destinées à faire un peu un état des lieux et essayer de tracer des perspectives. Elles vont se tenir effectivement. Les contacts sont toujours en cours. Les travaux sont toujours en cours. Ils devraient aboutir par une journée d'assises au mois de mars prochain. L'objectif de ces assises, vous avez raison, c'est important, c'est vraiment d'essayer de constituer un socle commun de connaissances sur tous les sujets qui concernent le secteur minier, de connaissances locales, mais aussi internationales. C'est quelque chose qui va se faire avec des experts internationaux qui vont nous apporter un certain nombre d'informations sur, je le répète, tous les domaines qui concernent le secteur minier. Ça va de la responsabilité sociétale des entreprises, en passant par la formation professionnelle, mais surtout la définition des réserves et des ressources. Qu'est-ce que c'est qu'une réserve, qu'est-ce que c'est qu'une ressource, et comment l'une et l'autre évoluent dans le temps. C'est bien sûr les retombées économiques du secteur, quelles sont les différentes modalités pour que les retombées soient maximisées au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie. C'est la question du fonds pour les générations futures qui doit être alimenté par ce secteur du nickel, entre autres. C'est toutes ces questions-là qui sont débattues au sein du cycle de travail en cours des assises du nickel et qui doivent faire l'objet donc d'une journée de restitution au mois de mars et qui va servir de socle. Mais c'est pas au sein des assises qu'on va discuter de la stratégie minière calédonienne. Ça, c'est politique. C'est sur la base de ces éléments. C'est politique de définir la stratégie. Exactement. Sur la base de cette connaissance commune, partagée, sur laquelle on va s'appuyer pour discuter politiquement de la stratégie calédonienne du nickel. C'est ça l'objectif de ma démarche, et c'est complètement cohérent avec ce que je disais, où il faut qu'on prenne de la hauteur avec ces éléments d'information, qu'on sorte un peu de nos dogmes, de nos a priori, de nos doctrines, quelles qu'elles soient, en l'occurrence,
pour essayer d'avoir des choses objectives, factuelles, sur lesquelles on puisse s'appuyer et réfléchir ensemble à la stratégie la meilleure pour améliorer, maximiser, je le répète, les bénéfices pour la Nouvelle-Calédonie. Alors en attendant, on focalise un peu sur l'usine du Sud et sur Vallée parce que c'est ce qui fait l'actualité et que ça provoque un certain nombre de perturbations en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des exactions, des violences, un certain nombre de dégradations. Quel regard vous portez sur ce climat social créé par ce dossier de la reprise de l'usine du Sud? Et notamment, est-ce que la réponse de l'État à l'ordre public est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent l'État n'en fait pas assez, il devrait y avoir plus de forces de l'ordre sur le terrain, plus de sanctions, plus d'interpellations? Je considère que l'État a fait l'essentiel. Quand je dis ça, il a protégé l'outil industriel qu'est l'usine de Vallée. Mais très honnêtement, je considère aussi que il n'a pas forcément eu les moyens de faire respecter l'ordre public dans sa globalité, et en particulier la liberté de circulation à laquelle nombre de Calédoniens ont été confrontés. L'absence de liberté de circulation. Je pense bien sûr à nos concitoyens du Mont-d'Or, en premier, mais ça a été le cas également sur Bourrez, sur La Foix, sur Païta. Et donc de ce point de vue-là, je considère que l'État aurait dû s'organiser pour faire en sorte que les forces de l'ordre soient suffisantes pour assurer cette liberté publique, en l'occurrence. Je l'ai exprimé à plusieurs reprises au commissaire en lui demandant d'envisager la venue de forces de l'ordre complémentaires dans l'éventualité où à nouveau les choses se compliqueraient. Il m'a dit qu'il entendait ma demande, qui est formulée, vous le savez, aussi par d'autres. Voilà, je comprends l'exaspération de nos concitoyens qui se retrouvent à traverser, entre autres, la tribu de Saint-Louis tous les jours avec la boule au ventre. C'est complètement compréhensible. Et en même temps aussi, tous ceux qui, je le répète, ont été empêchés de pouvoir amener leurs enfants ou aller travailler au moment où les tensions étaient les plus fortes. Mais en même temps que je dis ça, j'entends aussi ceux qui font monter la pression. Voilà, je suis convaincu une exaspération que qui se traduit par une volonté effectivement d'agir sur le terrain, voilà, de faire des contre-barrages, des contre-manifs. Et là, je dis à ceux-là qu'il faut qu'ils fassent très attention à ne pas se laisser manipuler. À qui rapporterait le retour aux événements que la Calédonie a connus? Sinon à ceux qui voudraient imposer une indépendance par la violence, en ne respectant pas la voie démocratique et l'expression démocratique des référendums. À qui profiterait la division de la population calédonienne, sinon peut-être à quelques leaders en manque de pouvoir? Je veux dire, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et je le répète, je l'ai dit à plusieurs occasions, la population n'est pas là pour se substituer aux forces de l'ordre. Que nous, politiques, nous agissions auprès de l'État pour que l'État prenne les mesures qui correspondent à sa compétence. C'est une compétence de l'État, le respect de l'ordre public. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous faisons déjà. Mais c'est certainement pas, encore une fois, à la population de se substituer aux forces de l'ordre. Alors le FLNKS de son côté a quand même parlé ouvertement d'un nouveau préalable minier. On sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire arrêt des discussions tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Ils disent tant que le dossier de l'usine du Sud ne sera pas définitivement réglé, ça veut dire définitivement réglé selon ce qu'ils en attendent d'eux. Est-ce qu'à votre avis, c'est un vrai préalable minier? Est-ce que les discussions sur l'avenir institutionnel qu'on avait cru pouvoir reprendre à la fin de l'année dernière sont définitivement au point mort, ou est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Vous savez, quand j'entends effectivement certains indépendantistes parler de préalable minier, comme ça a été le cas dans les années fin des années 90, mais en même temps dire nous de toute façon on ne veut discuter que de l'indépendance. Alors attendez, on m'explique que c'est un préalable minier, mais un préalable à des discussions pour l'indépendance. Mais en quoi nous, les indépendantistes, ça peut nous intéresser, quoi? C'est pas du tout ça qu'on veut. Enfin, on n'est pas là pour discuter de l'indépendance. Nous, on est là pour discuter d'une solution qui maintienne la Calédonie dans la France. Qu'on me dise que c'est un préalable pour envisager ce genre de discussion, pourquoi pas? C'est même pas le cas. Donc, il y a aucune raison. Enfin, moi, je considère pas qu'il y a de préalable minier. Je considère qu'il y a un problème minier et qu'il faut régler, effectivement, mais c'est pas ce sujet-là qui doit bloquer tout le reste.
Hélas, je constate que c'est pas ce qui se passe. Il y a un blocage lié à la situation de Valais qui empêche toute discussion sur l'avenir institutionnel dans le cadre de l'Eprédour, que le ministre avait commencé à mettre en place et qui finalement, le lendemain de son départ, est tombé presque à l'eau. Et face à cette situation de blocage politique, j'ai une proposition à faire et que je vais formuler très précisément auprès de l'État, c'est d'organiser une convention citoyenne. Une convention citoyenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner la parole à la population calédonienne. On constate que les politiques ne peuvent pas faire avancer le sujet de l'avenir institutionnel, donnant la parole à la population. C'est elle qui décidera à la fin, en référendum, de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est un processus de convention citoyenne qui est complémentaire au processus que l'État a d'ores et déjà mis en œuvre de consultation citoyenne. La consultation citoyenne que l'État a mis en œuvre, qui consiste à aller chercher dans la population les opinions des uns et des autres sur les conséquences du oui et les conséquences du non, vont alimenter la convention citoyenne à laquelle je pense, qui est vraiment un outil qui devient de plus en plus utilisé dans le monde et qui est quelque chose de très structuré. C'est vraiment tirer au sort des citoyens en respectant la répartition démocratique de la Nouvelle-Calédonie, les faire travailler de manière régulière en les rassemblant avec des professionnels à l'animation de ces rassemblements, en les alimentant au maximum de toutes les informations possibles et imaginables pour qu'ensuite, entre eux, ils discutent d'un projet de société pour la Nouvelle-Calédonie, un projet institutionnel, bien sûr, mais aussi un projet de société au sens large, économique, social, environnemental, qui propose d'être le fruit de cette discussion et de ce travail de cette convention citoyenne soit soumis ensuite au comité des signataires, qui reste l'instance politique des accords, qui lui-même décidera de l'éventualité de le soumettre quitte à l'amender si nécessaire, ensuite de le soumettre aux Calédoniens, au référendum aux Calédoniens. L'idée, vous l'avez compris, c'est de sortir de cette logique binaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et si nous, politiques, nous ne sommes pas capables de le faire, et je constate que nous ne sommes pas capables de le faire, demandons à la population de le faire. Et je suis convaincu que la majorité des Calédoniens veulent continuer à vivre ensemble, en paix. Et je vais vous dire même, ceux qui ne le veulent pas, ils n'auront pas le choix. Les Calédoniens, quelles que soient leurs origines, resteront en Calédonie, quoi qu'il arrive demain. Une convention citoyenne, donc c'est une initiative du président du gouvernement, de Thierry Santa. Vous avez compris que c'est une initiative de Thierry Santa, président du Rassemblement. Là, je m'exprime sous cette casquette-là. J'ai pas précisé avant que je l'annonce, mais clairement, c'est une proposition du Rassemblement et du président du Rassemblement que je suis, pas du président du gouvernement. C'est vraiment, là, on est sur le champ politique, on n'est plus sur le champ de la gestion du pays au sein du gouvernement. Le Rassemblement qui a eu l'occasion de parler de grands palabres, c'est un peu la même chose, mais c'est structuré différemment. C'est à mi-chemin entre ce qu'on a vu en métropole, le grand débat ou les conventions qui ont eu lieu sur le climat, etc. C'est cette espèce de formule que vous voudriez mettre en place en Calédonie, quoi. C'est la même philosophie, c'est exactement ce que vous dites. Ça a été évoqué il y a déjà plusieurs mois, même plusieurs années par Pierre Frogier, il y a maintenant, je répète, quelques années, de cette notion de grand palabre. Et c'était ça la logique, c'était donner la parole au peuple. Que les politiques qui s'expriment au nom du peuple, finalement, on n'est pas convaincu que ce soit vraiment le cas. Donc, donnant la parole à la population, à toute la population calédonienne. Je dis bien toute la population calédonienne. Je ne parle pas que des citoyens. Je parle aussi de ceux qui n'ont pas le droit de vote. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, tout le monde doit pouvoir s'exprimer dans cette convention citoyenne et tous ensemble trouver les voies d'une Nouvelle-Calédonie apaisée, où chacun trouvera sa place, où chacun respectera l'autre dans ce qu'il est, dans ce en quoi il est constitué, et pour qu'on avance tous ensemble vers une Calédonie en paix et prospère pour nos enfants. À quelle échéance cette convention citoyenne et combien de temps ça dure ? Parce que vous savez que le calendrier est compté. Le ministre avait dit on a 6 mois utiles et le calendrier se restreint au fur et à mesure. Vous pensez pouvoir organiser ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? J'espère le plus vite possible. La démarche a été entamée pas plus tard que ce matin auprès de l'État. La discussion est en cours. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Maintenant,
on n'est pas non plus dans un pas de temps de quelques semaines. Hein. Ça nécessite quand même un peu de temps pour que ça se mette en place et surtout que la discussion puisse véritablement se faire en toute connaissance de cause. Je répète, hein, ça passe par une phase d'abord de formation, je vais dire ça comme ça, des membres de la Convention, avant de pouvoir entamer vraiment la discussion interne pour un projet d'avenir. Mais je suis pas, vous savez, moi je suis pas arrêté à la date du mois d'avril, hein, comme on le dit depuis déjà maintenant plusieurs mois. Qui est la date à partir de laquelle on peut déclencher, voilà, demander l'organisation du troisième référendum. Donc, 6 mois après le deuxième référendum, c'est-à-dire le 4 avril, un groupe au Congrès peut demander effectivement l'organisation du troisième référendum. Ça ne veut pas dire qu'il le fera forcément instantanément. Mais même si c'était le cas, je suis convaincu que ça n'empêche pas cette réflexion de se mettre en œuvre et ensuite, si possible, un projet qui se dégage, qui soit acceptable par tous, et que ce projet soit celui qui soit soumis au troisième référendum. Même si je sais que les contraintes juridiques sont lourdes, dès lors que le troisième référendum est demandé, tel qu'il est prévu aujourd'hui par la loi, c'est-à-dire binaire, comme les deux premiers, les contraintes juridiques ne doivent pas nous empêcher d'avancer politiquement. C'est pas la loi qui dicte la politique, c'est la politique qui dicte la loi. Vous dites que vous en avez parlé à l'État d'ores et déjà. Quelle est sa réaction? Est-ce qu'il peut vous accompagner dans ce processus? J'en ai parlé ce matin, donc on va peut-être laisser le temps à l'État de réfléchir un peu à la question avant d'apporter une réponse. Et donc l'idée serait quand même d'échapper, d'éviter le référendum binaire pour avoir un troisième référendum qui porte plus sur un projet, comme on a eu l'occasion de l'évoquer par le passé. C'est tout à fait ça. En attendant, je sais que le calendrier n'est pas forcément votre contrainte, ou en tout cas que vous voulez vous y échapper tant que vous pouvez. Quelle est l'ambiance au gouvernement aujourd'hui? On parle beaucoup, régulièrement, les indépendantistes ont l'occasion d'agiter la menace d'une motion de censure à l'encontre de votre gouvernement. Vous y croyez? C'est de l'agitation? Ils vont le faire? Comment vous vivez les choses? Vous savez... S'ils doivent le faire, qu'ils le fassent. Hein. Je veux dire, je l'ai dit, hein, s'ils considèrent que le gouvernement n'est plus légitime par rapport aux instances du Congrès, c'est effectivement la possibilité qui est donnée au Congrès de déposer une motion de censure qui fait tomber le gouvernement. Là où je suis très surpris, c'est que tout ça est bien orchestré, avec, je suis convaincu, Calédonie Ensemble à la manœuvre avec les indépendantistes. On le voit de plus en plus au Congrès de la Nouvelle-Calédonie lui-même, où même des textes qui font l'objet d'une unanimité au gouvernement, sont rejetés au Congrès ou font l'objet de motions préjudicielles, donc de report par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a vraiment une nouvelle majorité là qui est en train de se constituer au Congrès avec les indépendantistes et Calédonie Ensemble. L'éveil océanien qui est encore peut-être en train de se poser des questions. Et qui fait que cette nouvelle majorité, hélas, se fait pression. Il y a une pression forte au sein du gouvernement collégial. J'ai pas le sentiment que la collégialité soit encore remise en cause, puisque j'ai de très bonnes relations avec tous mes collègues, et tous mes collègues entre eux ont de très bonnes relations. Mais quand même, je sens qu'il y a de plus en plus de pression de la part des groupes au Congrès sur les membres du gouvernement concernés, et qui commence à compliquer les travaux du gouvernement. Pour l'instant, je le répète, j'ai pas le sentiment que la collégialité est remise en cause, mais l'avenir nous dira comment les choses évoluent. En instant, vous serez à même de présenter un budget d'ici la fin du mois de mars. C'est un peu l'un des reproches qui vous est fait que la Calédonie n'ait pas de budget encore aujourd'hui encore. Je veux pas cette rumeur ou cette menace de chute du gouvernement ne doit pas nous empêcher de travailler. Et en l'occurrence, c'est le cas. Il y a des rencontres, pas plus tard qu'hier, il y a eu une rencontre entre les membres du gouvernement pour travailler sur le débat d'orientation budgétaire, qui normalement doit être présenté au gouvernement mardi prochain, pour ensuite être déposé sur le bureau du Congrès pour en débattre au Congrès. Donc les choses devraient se faire dans les 3 semaines qui viennent. Et ensuite, le gouvernement a 2 mois, avec une échéance quand même au 31 mars, pour présenter un budget primitif après le débat d'orientation budgétaire. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire, et c'est le travail, donc je répète, qui est en cours. Ce qu'on prévoyons, c'est que ce budget primitif soit présenté à la mi-mars au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qu'après le débat d'orientation budgétaire, un certain nombre déjà
décisions ou de préconisations du Congrès soient formulées, c'est l'objet d'un débat d'orientation budgétaire, que le gouvernement les prenne en considération dans son projet de budget qui sera présenté donc à peu près un mois après le débat d'orientation budgétaire. Un budget que l'on dit est quand même extrêmement compliqué à élaborer étant donné la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Vous y arrivez? Vous avez trouvé des ressources suffisantes? Il faudra passer par un prêt de l'État? Comment ça se passe? On avance bien, vous avez raison. Il est extrêmement contraint à la fois parce que les recettes fiscales sont prévues à la baisse cette année, parce que surtout les déficits sociaux sont importants, pour ne pas dire énormes. Je parle bien sûr du REAM qui à lui tout seul représente plus de 13 milliards de déficit annuel, malgré les mesures d'économie de dépenses que le gouvernement a déjà prises en 2020, mais aussi les autres régimes sociaux que sont le handicap, que sont l'aide au logement, qui progressent chaque année de manière récurrente et qui font qu'on arrive à un déficit des comptes sociaux en général entre 15 et 16 milliards. Donc ça, ce sont quand même des contraintes extrêmement fortes auxquelles le gouvernement est confronté et auxquelles nous devrons faire face. Donc il y a toute une mesure d'économie qui sont en train d'être finalisées, et c'est ce qui fait l'objet des échanges, entre autres, entre membres du gouvernement, parce que ça va toucher tous les secteurs du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi, bien sûr, la réflexion sur la TGC, qui dans les scénarios ont déjà été présentés, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais il va falloir que le Congrès se positionne sur un des scénarios. Et en l'occurrence, l'objectif, c'est quand même d'essayer de rattraper le manque à gagner au moment de la mise en place à taux plein de la TGC en 2019, de l'ordre de 8 milliards. Rien qu'à lui tout seul, c'est quand même une somme importante. Vous le savez, le gouvernement a adopté mardi dernier également une augmentation du tabac, qui va être présentée donc au Congrès incessamment sous peu. On parle également d'une évolution de la CCS pour financer les déficits des comptes du RUAM, déficits antérieurs des comptes du RUAM. On parle de la taxe sucre qui va certainement être globalisée dans une contribution calédonienne de comportementale qui va regrouper finalement toutes les taxes à caractère comportemental en 2022. Donc c'est toutes ces, et bien sûr on parle des niches fiscales, on parle de toutes les possibilités qui sont posées sur la table et qui doivent permettre d'équilibrer nos comptes budgétaires. Donc beaucoup de travail dans les semaines qui viennent. Je voudrais quand même vous dire qu'on évoque rapidement, parce que le temps passe, la crise sanitaire. La Calédonie pour l'instant reste exempte de Covid. Pour vous, c'est une vraie satisfaction, c'est un sentiment de mission accomplie. Je ne dirais pas le contraire. D'avoir protégé la Calédonie. Vous avez présenté la stratégie vaccinale la semaine dernière. Ça fait l'unanimité. A priori, on n'entend pas de protestation. J'en veux pour preuve le fait que tous les présidents d'institutions se sont fait vacciner avec nous, les membres du gouvernement, la semaine dernière. Et ça va, tout va bien, 8 jours après, il n'y a pas de... Tout le monde va bien, personne n'a eu d'effet secondaire. Et vous devez faire les rappels encore. On doit faire les rappels, effectivement, d'ici 2 semaines maintenant. Et donc, sur la base de ce constat, encore une fois que tous les présidents d'institutions, que ce soit le Congrès, que ce soit le Sénat coutumier, que ce soit le Conseil économique et social, que ce soit les associations de maires, tout le monde est venu se faire vacciner. Et donc ça me permet de penser qu'effectivement il y a une démarche commune, en tout cas des responsables. L'idée, vous l'avez compris, c'était justement de montrer l'exemple et de prouver aux Calédoniens qu'il n'y avait pas de risque, que nous avions suffisamment confiance en nos scientifiques pour aller se faire vacciner et faire en sorte d'être immunisés. Pour être très honnête avec vous, il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose, ce sont les variants qui apparaissent dans le monde et sur laquelle se travaille aujourd'hui la DAS et le conseil scientifique qui est proche, que j'ai mis en place pour gérer cette crise sanitaire, et pour laquelle les travaux continuent et on n'a pas encore aujourd'hui de certitude. Les revues scientifiques pertinentes, parce que vous avez des revues scientifiques à tous les niveaux, y compris sur les réseaux sociaux, montre qu'on n'a pas encore d'avis précis des scientifiques dans le monde de la capacité à gérer ces variants par nos vaccinations ou par nos tests pour vérifier l'immunisation des populations. Donc, tout ça, c'est encore en cours. On n'est pas les seuls à se poser la question, C'est une question qui se pose aujourd'hui à l'échelle de la planète, en fait. Clairement. La capacité de tel ou tel vaccin à faire face aux variants. Et est-ce qu'on aura suffisamment de vaccins? Il y a un premier lot qui est arrivé. On voit que la demande est forte partout dans le monde, en Europe, en métropole. Vous avez prévu une nouvelle livraison? On attend. Je vais vous donner un scoop. On a eu une deuxième livraison hier soir.
Mais pas très importante, puisqu'on a reçu 2300 doses supplémentaires, donc ce qui permet de vacciner à peu près 1200 personnes supplémentaires. Ce qui va nous permettre de commencer à entamer un peu plus la phase 2 du protocole de vaccination qu'on avait mis en œuvre, hein, et en particulier donc les personnes de plus de 75 ans. On va d'ores et déjà entamer la vaccination de ces personnes-là, en les invitant à venir à prendre rendez-vous donc au CHT aujourd'hui, demain au CHN, c'est un centre de vaccination va être mis en place également au CHN, et après-demain un deuxième centre devait être installé sur Nouméa au Receiving, dans les anciens locaux de la CAFAT au Receiving. Et après-demain, dès lors qu'on aura une quantité de vaccins plus importante, on commencera également à ouvrir des centres de vaccination dans les centres médicaux sociaux provinciaux, partout en Nouvelle-Calédonie, pour accélérer le processus de vaccination. L'objectif, vous l'avez dit, hein, c'est l'immunisation de la population avec une perspective de réouverture des frontières, de l'espace aérien. Vous avez une date d'ores et déjà ou c'est trop tôt pour... Sincèrement, c'est trop tôt pour annoncer quoi que ce soit. Il faut qu'on observe justement les politiques vaccinales dans le monde. Hein. Il ne s'agit pas que de celles de la Nouvelle-Calédonie et leurs effets, et en particulier en fonction de la question des variants que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc voilà, on est dans une telle encore incertitude que je ne crois pas qu'il soit possible d'annoncer quelques dates que ce soit, même si ça reste un objectif du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est un objectif qui n'ira jamais à l'encontre de l'objectif premier de préservation de la santé des Calédoniens. On avait parlé d'un comité des signataires et éventuellement un comité des signataires en métropole. Dans le contexte actuel, ça ne paraît pas envisageable aussi? Ça me paraît difficile, oui. En tout cas, merci Thierry Santa d'avoir accepté cette invitation. On retient notamment donc votre décision, votre proposition d'organiser une convention citoyenne au titre du rassemblement, comme président du rassemblement. Vous nous tiendrez bien sûr au courant de la mise en place de cette nouvelle instance de dialogue, de discussion et de proposition. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci pour l'invitation.